Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance. Petite news. Pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Giordano. Raphaël, vous êtes aujourd'hui une véritable spécialiste en créativité et développement personnel. Après vous être beaucoup cherché, vous avez fini à force d'audace et de ténacité à vous réaliser en devenant une écrivaine à succès. Votre roman « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » est ce que l'on appelle un long-seller traduit dans 45 langues. Vous venez de publier votre 4e roman, Le bazar du zèbre à pois. Bonjour Raphaël. Bonjour Laura. Merci. Après ce premier échange en off, je suis ravie de vous recevoir à distance aujourd'hui sur le podcast pour parler de votre carrière d'écrivaine, mais pas que, revenir sur votre parcours et sur vos best-sellers. J'ai envie de commencer par une première question, parler du titre de votre roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est une citation de Confucius. Sur ce podcast, on aime beaucoup les citations. C'est vraiment une question que je pose souvent, les citations, les maximes préférées de mes invités. Et j'avais envie de vous demander pourquoi avoir choisi cette citation pour illustrer votre livre. Alors, vous savez, le moment du titre est toujours très, très palpitant. Étant avant tout une créative, ce qui est amusant, c'est de faire cette exploration. Alors, pour trouver des idées de titres, c'est un peu comme un portrait chinois. Et si c'était une chanson, et si c'était une citation, vous voyez. Et donc, en faisant cette vaste exploration, et si c'était un animal, enfin, vous avez compris la façon de faire. C'est d'ailleurs pas moi, mais le père de mon fils, qui lui aussi est un grand créatif senior, qui a travaillé aussi en agence longtemps, qui a trouvé cette citation. Alors, ce qui est pas évident, c'est la citation, c'est on a 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et là, ce qui a été chouette après, c'est de transformer, d'abord de savoir s'arrêter sur cette citation, de sentir à quel point elle pouvait être porteuse pour véhiculer toutes les idées du livre. Et de la remanier pour devenir cette phrase, pour qu'elle tienne en une seule phrase et non pas en 2, quoi, vous voyez, en faire un titre finalement.
Je vois tout à fait. J'aimerais, avant que justement on reparle en détail de ce best-seller, que l'on revienne un petit peu sur votre enfance. J'ai parcouru votre site, votre biographie, et vous Mhm. dites que vous étiez une petite fille déjà très créative. Quelles étaient vos passions à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez, vous vous rappelez de la petite fille que vous étiez? La petite fille que j'étais, mais bien sûr, de toute façon, je pense qu'on vient tous avec nos talents et spécificités de base. Moi, cet ADN de créative, bah oui, je suis arrivée avec, ça a été livré en package. Donc j'ai toujours écrit et toujours peint, toujours été avec cette sensibilité artistique. Je couvrais mes journaux intimes très très petites, hein, de poésie, de débuts de livres, de romans, de plein d'idées en fait. Et puis ça ne m'a jamais quittée. D'accord. Et si je me trompe pas, vous aviez une sœur jumelle? Ah oui, Vous et avez, oui, j'ai vous avez une toujours sœur une jumelle. sœur jumelle, Dieu merci. Un grand frère aussi, mais c'est vrai que oui, oui, une sœur jumelle, bah ça c'est extraordinaire d'être jumelle et c'est 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 tellement tellement riche, hein, c'est un lien tellement incroyable. Donc c'est une expérience humaine extraordinaire. Et vous jouiez ensemble, petite fille, vous étiez... Ma question, en fait, c'est que j'aime bien parler de l'enfance parce que je pense que l'enfance, ça a une grande part, en fait, dans la construction aussi d'une personne et sur la vie future d'une personne. C'est pour savoir si vous, vos rapports avec votre sœur jumelle avaient peut-être conditionné la femme que vous êtes devenue. Surtout que j'avais lu aussi dans une interview que vous étiez née aussi à 6 mois et demi. Donc ça pouvait avoir un impact aussi derrière sur la force de vie que vous semblez avoir et sur la, le positivisme que vous semblez dégager. Merci Laura. Mais c'est évident. Bon, il y a cette forme de résilience. C'est vrai qu'on était deux petits bouts de chou comme ça. On est né très prématuré à 6 mois et demi. Euh, on pense toujours que les femmes sont des petites choses fragiles, mais bon, effectivement, on s'est accroché à la vie avec beaucoup de mordants. Et cette soif de vivre ne nous a jamais quittés. C'est vrai que cette union sacrée entre nous, enfin, c'est très, très porteur. Voilà, et oui, quand on était petit, ben, bien sûr, c'est cette communion. Alors, on avait des jeux fantastiques, un imaginaire, mais même, c'était bizarre d'avoir ce même imaginaire sous les yeux, alors que ça se passait dans nos têtes respectives, un petit peu comme s'il y avait une télépathie, une liaison directe avec l'autre cerveau. C'est assez étrange, en fait, comme sensation. Donc, en fait, je crois qu'on est deux êtres très connectés avec ma sœur jumelle. C'est ça. Ouais. Très bien. Et donc vous avez grandi, vous avez fait des études de graphisme et vous avez travaillé donc dans la publicité en tant que conceptrice, rédactrice, puis directrice de création. Donc un poste quand même à haute responsabilité. Comment vous en êtes arrivée à faire ce métier? Ah ben là aussi, ça coule de source. Enfin, effectivement fait ces 6 années d'études supérieures à Penningen et à l'école supérieure Estienne, qui sont des grandes écoles d'art appliqué, euh, où on vous apprend avant tout à être créatif, à être concepteur, à trouver des idées. Et donc, ça vous prépare assez logiquement au monde des agences. Donc, euh, il se trouve que moi, j'ai été toujours entre deux chaises, entre l'univers des mots et l'univers des images, d'ailleurs encore aujourd'hui. Vous voyez. Mais parce que à l'époque, j'étais moins côté PAO. Moi, j'avais un peu sous-investi au tout début de ma carrière cette sphère-là. Bah, du coup, je me suis vite tournée vers la conception-rédaction. Un concepteur-rédacteur en agence, bah, c'est quelqu'un qui trouve des idées avant tout et qui les verrouille, les finalise finalement avec des mots, avec des slogans et avec des body copies, c'est-à-dire des textes. Voilà, c'est ça.
Donc oui, c'était une suite logique à ce moment-là d'aller vers un métier d'agence de communication quand on a fait des études d'art appliqué. Et ça, À ce moment-là, c'était la suite logique. et ça vous plaisait? Alors, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que j'étais faite pour être créa, c'est-à-dire j'étais parfaitement à ma place dans ces fonctions-là parce que, comme je vous disais en début de conversation, quand on vient avec un ADN de créatif, c'est un profil, donc moi j'ai totalement ce profil-là. Après, ben, plusieurs choses ont fait que ça a moins collé. Il y avait pour moi des choses qui avaient beaucoup moins, qui avaient pas trop de sens. Et très tôt, je me suis intéressée aux énergies dans l'entreprise, aux façons de gérer les énergies, les façons de manager, avec parfois des choses un peu atterrantes, quoi. C'est-à-dire, c'était mal géré, quoi. Ça m'agaçait beaucoup. Et j'en ai souffert aussi. Alors, soit on nous prenait pour comment dire, bah, des petites usines à idées, enfin, vous voyez, tout le temps, des machines à idées, quoi, voilà, c'est-à-dire produire, toujours plus d'idées, sans vraiment de temps, nous laisser le temps, enfin, de pause, de nous refaire. Enfin, il y avait beaucoup de charrettes, de nocturnes et de torture tests parce que c'était d'abord les supérieurs hiérarchiques qui donnaient leurs avis et cassaient les idées. Après, c'était les commerciaux. Après, c'était les clients. Et pour des fois, en venir à des questions de préférence, de bleu, de rouge, de noir, enfin, ça n'avait pas de sens, quoi. Voilà. Et tout ça pour ça, enfin, tout ça pourquoi? Et moi, rapidement, déjà, le sens, je commençais à pas trouver le sens à tout ça, de sens vraiment à tout ça. Je vois très bien, puisque moi j'ai été conceptrice, rédactrice, enfin de mon jeune âge, mais j'ai été 7 ans en agence quand même, donc en tant que conceptrice, rédactrice. Donc ça me parle bien ce que vous dites et je vois très bien en fait. C'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que parfois il y a pas de temps, il y a pas de temps de création et ça va vite et on travaille sur beaucoup de projets en même temps et donc je vois tout à fait. Mais c'est quand même très intéressant. Et donc, si je me trompe pas, suite à cette période, donc vous êtes restée combien de temps, en fait, en tant que conceptrice, rédactrice et directrice de création ensuite? Oh bah écoutez, ça s'étale sur quelques années, hein. J'ai eu des expériences en CDI, donc vraiment interne aux agences. Après, j'ai été aussi freelance. Donc, je cherchais aussi une autre façon de travailler parce que les agences, quand j'étais en interne, respectaient mal les rythmes. Vous voyez, les personnes, Oui. les rythmes, les énergies propres à chacun. Or, pour moi, on veut tous être efficaces, donc il faut être intelligent, quoi. Je reviens toujours à cette histoire d'intelligence émotionnelle, relationnelle, les intelligences dans le management des projets aussi. Et voilà, et c'est pour ça qu'en free, voilà, je cherchais parce que moi, je connais très très bien ma manière de fonctionner pour être au top. Et me forcer à rester assise sur une chaise jusqu'à telle heure sans avoir le droit d'en sortir, alors que certains jours il y a moins de travail, enfin oui, et d'autres nuits rester en charrette, enfin je sais pas, ça me convenait pas quoi, c'était bizarre. Et donc, vous avez fait un burn-out. Alors non, alors c'est pas le burn-out n'était pas lié à ça du tout. Le burn-out c'est quand j'ai pris un poste de directrice de création. Et donc, j'avais un petit peu le malheur de savoir un peu trop tout faire aussi. Donc, ce qui fait que je pouvais à la fois, enfin, on me demandait à la fois de faire le planning stratégique, de diriger l'équipe, de faire toute la production créative, en conception-rédaction, de diriger l'équipe des graphistes.
En plus, c'était non, cette expérience. Donc, quand j'ai pris ce poste de directrice de création, il y a eu à la fois qu'on m'a pris pour une qu'on appelle ça une femme orchestre, hein, qui savait un petit peu tout faire de A à Z. C'était une mission presque mission impossible dès le départ, c'était de transformer un studio exé en studio créa. Donc voilà, déjà à mon avis, c'était pas bon de départ. Et puis il se trouve que voilà, je suis tombée sur une personne qui était, voilà, j'ai connu un cas de harcèlement moral, hein, voilà. Donc plein de gens ont vécu ça. Moi j'étais quand même bien jeune, donc j'ai pas vu venir le piège. On va dire ça comme ça. J'ai pas vu venir. J'ai pas vu que je m'étiolais, j'ai pas vu. D'accord. Et donc vous avez pris le risque de quitter ce job finalement. Est-ce que vous aviez des peurs à ce moment-là de quitter ce job ou c'était plus fort que vous? Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire à ce moment-là? Vous aviez un plan? Comment ça s'est passé? Ah ben à ce moment-là, je n'étais que peur. Je veux dire, mais c'est bien, il faut aller au bout de la peur au moins une fois dans sa vie. Euh, En plus, là, cette fois-là, de toute façon, c'est mon corps qui a quitté pour moi. Ça, c'est justement, j'ai quand même mis pas mal de temps à m'apercevoir que je n'allais pas bien. Ce qui était frappant à ce moment-là de ma vie, c'est que je pensais que c'était moi qui étais pas bien, vous voyez? Et j'ai pas vu que c'était les personnes en face qui étaient pas bien, qui vraiment sont très très mal comportées. M'ont mené à bout, etc. Vous voyez, ça, j'avais pas vu. Hmm. C'est votre corps qui a parlé finalement. Oui, c'est mon corps qui a dit stop. Et dans ces cas-là, on a tendance à se culpabiliser soi. Moi, je me disais que c'était moi qui étais inadaptée au monde de l'entreprise, peut-être, et qui avait trop mes fragilités. Et ça, si je peux témoigner que c'est quand même une erreur dans laquelle peut-être on est nombreux ou nombreuses on tombe dedans et c'est dommage. D'accord. Et donc, par quel cheminement vous êtes passé ensuite pour vous reconstruire, pour faire autre chose, pour vous relever finalement de ce burn-out et devenir, si je me trompe pas, coach créatif après un stage de psychologie positive organisé par votre maman? Les choses sont pas tout à fait passées comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Alors, comment on fait quand il vous arrive ce genre de burn-out? Ben déjà, moi j'ai eu la chance d'être assez bien entourée, de faire ce qu'il fallait, de faire un travail sur moi aussi, d'être accompagnée. Donc ça je le conseille vraiment. Et puis mettre de l'ordre dans ses idées au fil des jours, au fil des mois. Moi, ça a quand même commencé par prendre des boulots idiots, hein, pendant un an et demi. Hein, j'ai plus pu. Moi, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais travailler en entreprise, par exemple. Donc, ce manque de confiance, j'ai été téléprospectrice pendant un an et demi et je travaillais à mi-temps et j'essayais les après-midi de continuer à être à la fois formatrice en créativité, en communication, faire des freelances comme je pouvais, quoi, en créative, oui, en créa. Et, euh, et après, complètement par hasard, donc c'est là où c'est pas mal, dans la vie, c'est un concept de sérendipité, c'est-à-dire ces périodes de grand flou, de grand brouillard, on ne sait pas ce qu'on cherche au départ. Donc accepter ce flou euh, et que ça met un petit peu de temps, prendre ce temps de se trouver, c'est vraiment important aussi. Même si au début, on a que du brouillard. Ça, c'est dur. Mais si on a le courage de prendre le temps de le traverser, ce brouillard, je pense qu'il en sort de très, très grandes choses. Euh, et puis, je vous dis, si je reste encore quelques brefs instants dans ce moment de ma vie où il n'y avait que des feux rouges, parce que c'est ça, hein, même vous qui essayez de nous parler de ces peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant, quoi, d'aller au bout de tellement peur qu'on se recroqueville complètement
sur soi et qu'on n'ose plus vivre ce qu'on a à vivre. Bon, bah une fois qu'on a été voir au fond du puits, quoi, comme il fait noir et qu'il fait sombre, en même temps, on est presque vacciné après aussi. Donc, c'est à la fois peut-être une chance. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a aidé à aller mieux à cette période, avant qu'on parle justement de l'écriture, du commencement de l'écriture de vos livres? Ah, ça a été bien, bien plus loin. C'était longtemps, plus longtemps après, mais hum, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est qu'on va mieux dès qu'on commence à se respecter aussi mieux. Et se respecter, c'était déjà accepter, non, ne pas me forcer à retrouver un boulot, un boulot dans une agence ne pas dire bah bon bah c'est la fatalité, j'ai fait des études d'art appliqué, donc je suis condamnée à bosser en agence en CDI, vous voyez, enfin de trouver un poste. Vous voyez, Hmm. je crois qu'on commence à respirer à nouveau quand on s'autorise et qu'on s'aime tel qu'on est. Enfin, s'aimer, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je trouvais que c'était moi qui allais pas et qui avait ses fragilités, et que c'est peut-être pour ça que j'avais été un peu broyée dans cette agence qui m'a maltraitée. Mais en fait, non. Plus tard, j'ai compris que c'était d'abord pas ma faute du tout, très très loin de là. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de faire ce travail sur se respecter soi avec aussi, ben voilà, ça m'a permis de me mettre en chemin pour trouver la manière de travailler qui respecterait ma sensibilité, mes rythmes, la personne que je suis, avec euh, avec sa vulnérabilité, mais le fait de l'accueillir m'a permis au contraire de la transcender et de réaliser au fil des années que j'étais une femme forte, au contraire, une femme peut-être même très forte, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et voilà, mais donc il a fallu juste en passer par accepter cette part de vulnérabilité, de sensibilité, mais qui faisait aussi, voilà, le fait d'être, j'espère, une belle personne, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sensibilité. Je veux dire, Hmm. c'est les deux faces d'une même pièce. Ok. Très intéressant. Et est-ce que vous pouvez finalement, donc, vous avez écrit donc ce fameux livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est un petit peu bah, le reflet finalement de votre histoire personnelle avec ce personnage. Enfin, vous vous êtes beaucoup inspiré de vous, votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment vous en êtes arrivé déjà au cheminement, votre cheminement autour de l'idée de ce livre, et puis à quel moment aussi vous vous êtes autorisé finalement à vous dire, ok, et ben je vais prendre le risque finalement de vivre mon rêve, de publier mon livre. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que c'est vrai que je me mets à la place de beaucoup de personnes qui sont pas forcément, qui restent vraiment dans ce qu'ils connaissent, qui vont pas très bien et qui font pas forcément la démarche de se dire ok, d'aller au bout finalement de leurs rêves. Et donc j'avais envie aussi de savoir voilà ce qui s'était passé, le cheminement et le moment où vous êtes autorisé à vous dire bon ben on y va. Ah mais carrément. Alors, si vous voulez, l'histoire, elle remonte, hein. Ça s'est pas du tout fait en un jour. Vous savez, quand j'étais en poste, en agence, dans certaines agences, les midis, j'écrivais déjà des romans qui n'avaient rien à voir avec le développement personnel. Vous voyez, j'en ai écrit deux entre 20 et 25 ans que je n'ai jamais montré à personne. Donc, ce rêve, je le portais en moi depuis toute petite, vous voyez. Parce que j'avais la passion du livre, même quand j'étais très jeune, je faisais à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire je faisais des peintures et je faisais des vraies maquettes pour réaliser un authentique objet livre qui me fascinait en fait. Et fascination aussi pour l'intérieur, pour les histoires, vous voyez. Donc ça date de très loin. Après, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être un vrai métier.
Franchement, quand j'étais très jeune, que j'écrivais ces premiers romans, j'ai commencé à sentir palpable ce que pouvait être l'audace. Que j'ai écrit un roman où l'héroïne se révélait par sa créativité culinaire. Donc je parle de ça il y a plus de 20 ans. Vous voyez? Bien avant les Top Chef et compagnie, donc c'était assez amusant. Et voilà. Et je me souviens d'avoir, par exemple, décroché mon téléphone, ouvert un bottin, parce qu'à l'époque, on en était encore au bottin, et dire, voilà, j'ose interviewer un grand chef, décrocher mon téléphone. Et voir que ça a marché. Donc à cette époque-là, j'ai vraiment décroché une interview avec un chef triplement étoilé, vous voyez. Euh, et ce jour-là, cette sensation que dans la vie, si on ose, toutes les portes peuvent s'ouvrir, tout peut devenir possible. Ça fait sauter les petits verrous intérieurs. En réalité, la vie s'ouvre à vous. Enfin, c'est une sensation extraordinaire. Ça, je l'ai vraiment gardé en tête et ça fait pourtant 25 ans, vous voyez. Alors après, néanmoins, ces livres, moi, ces romans, mon premier roman, je les ai montrés à personne parce que je pensais vraiment pas que le métier d'écrivain que ça pouvait devenir un métier. Et les premiers livres que j'ai écrits, alors, avaient trait au développement personnel, mais uniquement parce que, voilà, ma mère m'avait invitée à un stage, parce qu'elle est consultante formatrice pour les entreprises, justement, un stage d'affirmation de soi. Qu'à la sortie, j'avais trouvé une manière d'animer tellement imagée, créative, et je m'étais dit, tiens, faut en faire un petit livre, vous voyez. Je trouvais que les livres de développement personnel étaient souvent, comment dire, je sais pas, un peu théorique, un peu, vous voyez. Et moi, mon métier de communicante, c'est de retranscrire, de redonner de l'information différemment, d'une manière ludique, créative, attractive. C'est mon métier de base, la communication, en fait, hein. Mais vous voyez, ce qui a été sur mon chemin ce jour, enfin, à ce moment-là, c'était le développement personnel. Mais vous m'auriez dit, Raphaël, revisite l'art culinaire ou revisite les châteaux de France. Vous voyez, ça aurait été un sujet. Mais ma même ligne, c'est-à-dire traiter avec sérieux les sujets de fond, mais sur la forme, que ce soit toujours aussi attractif, ludique, vivant pour me mettre, parce que le communicant, c'est quelqu'un qui se met à la place, voilà, de ses lecteurs, et que, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai commencé comme ça, puis j'ai fait ça avec une copine illustratrice qui était avec moi à l'école Estienne, comme un défi, à côté, en fait, de ma petite entreprise que j'avais créée dans l'événementiel par l'art et dans le coaching créatif. Et voilà, donc ça a été un à côté, ces premiers livres. Mais tout comme je vous racontais cette première fois, cette interview que j'ai décrochée sur un coup d'audace, le fait de ne connaître personne dans l'édition, d'envoyer notre projet au Petit Bonheur La Chance à des maisons et de recevoir X, parce qu'on a reçu beaucoup de réponses positives en fait. Il a beaucoup, mon approche avait beaucoup intéressé en fait. Parce qu'elle était décalée par rapport à tout ce qui se faisait dans les ouvrages plus sérieux, hein, évidemment plus classiques. Donc là, c'était une approche déjà nouvelle par rapport à ce thème-là. Et donc, je me souviens d'avoir ressenti la première fois, j'étais avec ma sœur d'ailleurs, j'en serais presque tombée à genoux dans la rue quand un premier éditeur a appelé pour dire on veut vous rencontrer et ça nous intéresse beaucoup. Ça, c'est des joies qu'on n'oublie pas. Donc, c'est ça qui fait reculer la peur. Et on peut plus avoir peur quand on touche du doigt son essentiel, on sent qu'on est à la bonne place, qu'on est là où on est le meilleur, et que quand c'est vous qui avez les rênes et non plus que vous laissez votre vie dans les mains d'autres gens, parce que c'était ça, moi en fait, quand j'étais en agence dirigée par d'autres gens, j'avais l'impression que j'avais pas accès à mes ressources, à moi, vous voyez, je me laissais balloter, donc quelque part, là j'avais peur au final. Mais depuis que c'est moi qui mène ma vie
au gré de mes envies et de mes audaces, j'ai cessé d'avoir peur, mais tellement, quoi. Alors que ça peut sembler être une vie éminemment plus risquée, parce que sans garantie des lendemains. Et pourtant, c'est là où je me sens tellement plus en confiance et en fait, il y a beaucoup moins de risques dès lors qu'on est pleinement en possession de ses énergies, de ses moyens, de ses ressources intérieures, en fait. Bien sûr. Alors que si vous êtes dans le mauvais environnement pour vous, ou au mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes, c'est là où on vous coupe de votre essentiel et de ce que vous êtes, de votre essence et de, je sais pas. Enfin bon, Hmm. voilà un peu comment ça s'est passé. Non, c'est super intéressant et aussi et d'une façon un petit peu plus pratico-pratique, mais on va peut-être aussi l'aborder avec en parlant de votre premier roman. Là, c'est vraiment par curiosité aussi personnelle. Comment ça se passe en fait quand on envoie un livre à un éditeur? Est-ce qu'il faut d'abord totalement le rédiger ou est-ce que on envoie une idée? Et surtout, pour parler de risque, alors vous aviez à ce moment-là votre autre activité, donc qui vous permettait finalement de vivre, puisque à ce moment-là c'était un passe-temps. Mais est-ce qu'on est payé pour la rédaction finalement d'un livre, ou est-ce que c'est une fois que le livre est fini, vous le présentez à la maison d'édition et là vous êtes payé à la vente? Comment ça se passe en fait? Alors, il y a différents cas de figure parce qu'en plus, il y a différents types d'ouvrages, hein. C'est vrai que pour tout ce qui est roman, en général, les maisons d'édition, elles, pardon, demandent qu'on envoie des manuscrits achevés et Hmm. non pas des synopsis, hein, évidemment. Moi, quand j'ai envoyé mes premiers ouvrages, c'était des livres. Enfin, mon premier livre, c'était un livre de développement personnel, donc on n'avait pas rédigé, on n'avait pas fait tout le contenu, hein, mais on avait fait une très belle présentation euh, avec le positionnement, vraiment des planches d'idées déjà, des doubles pages, des choses comme ça. Et là, à ce Hmm. moment-là, ça avait suffi. Alors, il faut quand même le savoir que les premiers contrats, on vous donne ce qu'on appelle, si vous avez enfin, soit on vous donne rien, soit on vous donne un avaloir qui est une avance sur vos droits, mais qui est, enfin, qui est assez ridicule, hein, Hmm. euh, qui est entre 1 500 euros, enfin, vous voyez, quand même D'accord. le savoir. Donc quasiment rien. Euh, donc ça peut vous permettre d'écrire votre livre. Enfin, en tout cas, c'est juste, voilà, vous écrivez votre livre et puis après, les avaloirs sont défalqués de vos droits. Donc tout ça met beaucoup, beaucoup de temps en plus pour les toucher parce que les droits, déjà, faut attendre l'apparition, faut attendre plus un an et demi après la sortie de l'ouvrage, en fait. En fait, c'est un métier infernal, quoi. Donc logiquement, c'est pas un métier. Non, non, mais il faut le dire. Logiquement, c'est pas un métier. Enfin, d'ailleurs, moi, quand je l'ai fait, je pensais vraiment pas, enfin, pouvoir en vivre un jour. C'était un défi d'un autre ordre, une reconnaissance, une excitation, un Oui, Graal, mais voilà. Mais la quête, c'était pas gagner de l'argent. ouais, bien sûr, bien sûr. Et Alors donc, après, les contrats, ils sont les contrats basiques de débutants. Voilà, c'est vraiment vous. Non, logiquement, vous ne pouvez pas vivre de l'écriture. L'immense majorité des auteurs n'en vivent pas. La majorité des auteurs, bah, déjà quand vous vendez 3 000 exemplaires, votre maison d'édition est plutôt contente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Donc voilà, c'est la réalité du métier. ouais, bien sûr. Et pourquoi du coup avoir décidé d'écrire donc ce roman, Ta deuxième vie commence quand on n'en a qu'une. Comment ça s'est passé? Si vous voulez, moi j'ai écrit avant ta deuxième vie au moins 6 ouvrages publiés
autour du développement personnel créatif, sauce créa, on va dire, sans compter ouvrages jeunesse que j'ai publiés à compte d'auteur. Donc j'ai cherché qui j'étais comme auteur. Et quelques mois avant ta deuxième vie, passé plusieurs mois à écrire un roman qui n'avait aucun trait, enfin encore un roman, hein, mais là ce coup-ci que j'avais envoyé, qui n'avait aucun trait avec le développement personnel, vous voyez, un roman parce que j'aime profondément moi en tant que lectrice lire des fictions, si possible romanesques, avec des histoires d'amour, des personnages attachants, enfin pour moi tout ce qui fait le cocktail d'un chouette roman. Et ce roman n'a pas trouvé preneur, donc voilà, j'ai encore à la maison les 10 ou 15 lettres de refus des plus grandes maisons d'édition, malgré tout l'intérêt, blablabla. Dont certaines maisons quand même intéressées, mais vous voyez, j'avais choisi une héroïne très jeune, parce que je voulais revisiter les premiers élans et moi je sais pas, 18 ans, quoi, enfin... voilà, pourtant il y avait d'autres personnages adultes, hein, mais ça, vous savez, il fonctionne un peu comme dans des boîtes. Donc, il trouvait que ce roman-là rentrait dans la boîte jeune public. D'accord. Mais ça, c'est quand vous êtes en France une auteure inconnue au bataillon, vraiment. Hein. Bon, j'avais édité des livres, plusieurs livres, mais pas de romans. Auteur inconnu. Beaucoup de maisons aussi, je sais pas, traduisent des livres étrangers. Enfin voilà, le quota des nouveaux auteurs, ils ont déjà leurs auteurs au sein des maisons. Donc il y a très 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 peu de nouveaux auteurs qui sont pris chaque année. Donc si vous êtes bien, vous avez fait un truc bien, mais un peu à côté par rapport à une ligne éditoriale, un peu à côté par rapport, vous voyez, et pas tout à fait bien ficelé, c'est mort pour vous, quoi. Ouais. Cruel, mais c'est comme ça. Et donc, loin de, vous voyez, encore un pseudo-échec, mais il n'y a pas d'échec, en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que dans mon prochain livre, je ne sais pas si je peux le révéler maintenant, mais mon thème clé de voûte sera l'audacité. Alors, ça va vous parler, Laura. Ouais. Donc, c'est un mélange d'audace, mais aussi de ténacité. Parce que l'audace, c'est super, il en faut, je vous l'ai dit, audace, créativité, rebond, mais aussi jamais les bras. Ça peut pas aller l'un sans l'autre. Parce que vous voyez, après cet échec, j'aurais pu baisser les bras. Mais quand on a une stratégie et qu'elle marche pas, la force, c'est de réajuster le tir, de se réinterroger pour dire, c'est pas un échec, c'est juste on s'interroge, on se demande pourquoi ça n'a pas marché, et on travaille, et on progresse, et on recommence. C'est ça, en fait, qui fait le succès. Mais il n'y a pas de « Ah, les choses sont arrivées par hasard, je me suis réveillée un matin, j'ai eu envie d'écrire un livre ». Il y a une vie entière tournée vers la création, vers le travail, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Et voilà. Et là, en l'occurrence, pour en arriver à écrire ta deuxième vie, j'ai laissé passer l'été. Il se trouve que parallèlement à tout ce que je faisais, pendant que j'écrivais ce roman qui n'a pas trouvé preneur, j'avais signé un contrat encore avec Erol. Je leur avais proposé un ouvrage donc une non-fiction, qui se serait appelé 7 jours pour devenir créatif et heureux. Puisqu'en fait, l'idée de fond que je voulais transmettre, c'était que revisiter toutes les facettes de son existence en la saupoudrant de créativité, la créativité comme état ressource absolue. Et donc, j'imaginais déjà de suivre une femme de son réveil à son coucher, si vous voulez, et de voir, au lieu de subir une routine, comment faire pour mettre de la créativité en toute chose, ce qui est moi... ma ligne qui guide toute ma vie, si vous voulez. Hein. Et donc, en commençant à écrire cet ouvrage de non-fiction, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça laborieux, trouvé des exemples, vraiment, voilà. Et les deux choses se sont croisées, c'est-à-dire à la fois ce roman refusé, qui est l'envie de ma vie, c'est-à-dire j'étais très heureuse d'avoir rencontré une reconnaissance en écrivant des non-fictions,
Mais le rêve de ma vie, et vous l'avez compris, depuis que je suis toute petite, comme j'écrivais des romans, moi, c'est d'écrire des romans, c'est pas d'écrire des ouvrages Bien techniques sûr. qui étaient chouettes, mais voilà, c'est pas ça mon rêve à moi. Hmm. Et en croisant les deux, ben voilà, je dis, j'ai laissé passer l'été. Et entre l'idée de la routine, de réenchanter sa vie avec la créativité, tout ce parcours depuis tant d'années que j'avais fait entre un moment où j'étais complètement larguée sur l'existence et qu'est-ce qui m'avait réussi à moi pour m'en sortir. Bon, bah là, bing, hein, le pitch, il est venu hyper rapidement. Hein, en septembre, donc moins de 3 mois après l'été, j'ai dit, tu as déjà tes entrées chez Erol, qui est une maison qui n'a jamais publié le moindre roman, mais tu as déjà tes entrées. Donc, on ne sait jamais, propose-leur un roman de développement personnel. Et c'est vrai, à ce moment-là, j'avais quand même vu dans les rayons, et puis j'avais lu l'approche d'un Gounel, par exemple. Hein, vous voyez, je me disais, dans l'idée, c'est intéressant parce que lui, voilà, ça ressemble quand même. C'est un roman, mais où cet auteur, voilà, on profite quand même pour transmettre des choses. Et donc, voilà, ça m'a quand même donné un déclic aussi. Et c'est là où j'ai été voir Erol et j'ai dit, laissez-moi faire. J'ai fait en 10 lignes le pitch sur le routinologue. Alors, le routinologue, c'est pareil, c'est une déformation professionnelle de créative publicitaire. Hein. Appeler ça un coach, c'est vraiment, vous voyez, Ouais. ça allait pas. Donc, je dis, il faut trouver autre chose de plus marrant. Donc, c'est pareil, c'était très rapide pour moi d'imaginer tout ça. Et la mécanique même du livre a été rapide à concevoir pour moi aussi parce que euh, mon esprit, mon cerveau ne fonctionne que par association d'idées tout le temps. C'est très hémisphère droit, c'est un esprit, un foisonnement perpétuel d'idées, très en arborescence. Donc c'est le principe de la pensée créative, c'est une pensée en arborescence. Et donc, que voulais-je vous dire? Je vous parlais des associations d'idées. Ben donc, moi, je pose des galets dans ma tête pour voir qu'est-ce que c'est un chemin de transformation. Bon, je l'ai tellement expérimenté moi-même que c'était pas très difficile de poser les items comme des pierres, hein, comme un chemin de galets, si vous voulez. Et après, pour chaque grand item de transformation, enfin de point clé de développement personnel, d'imaginer une manière créative de le raconter, métaphorique. Vous voyez, je donne un exemple concret, point clé de prendre de la hauteur et de se délester dans la vie de ce qui ne vous convient pas, parce que sans ça, on n'arrive pas à s'élever. Bon, je traverse la Seine tous les jours, je vois la montgolfière Generali tout près de la Tour Eiffel, parce que j'habite pas loin. Pof, association d'idées, quoi. Je veux dire, dans ta deuxième vie, le roman, la scène de la montgolfière, vous voyez? Donc, et quand on est créatif, une fois qu'on a la mécanique, ça va s'aller très très vite d'écrire le roman pour moi. Et ce roman, du coup, il a été traduit dans 32 langues, si je me trompe Alors pas. c'est 45. 45. Ouais, 45. Il a été, il est vraiment classé, enfin on peut le dire, hein, top vente depuis qu'il est sorti dans les livres de développement personnel. C'est un livre qu'on va avoir dans les aires d'autoroute, c'est un livre qu'on va voir dans les stations de métro, enfin un peu partout. Est-ce que vous attendiez à cet accueil? Personne ne peut s'attendre à un tel succès, d'autant que c'est au-delà d'un best-seller, dans le sens où même ma maison d'édition chez Pocket, ils n'ont jamais vu ça. Enfin, pour eux, c'est un phénomène d'édition qui arrive peut-être une fois tous les 10 ans. Donc, on est au-delà du best-seller. Ils appellent ça un long-seller. J'ai pas fait exprès, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment jamais je me serais évidemment attendue à ça. Effectivement, traduit dans le monde entier, des millions d'exemplaires comme ça, c'est absolument incroyable. Vous voyez, chez Pocket, je suis le plus gros succès de tous les temps chez eux, derrière Da Vinci Code. Waouh. Voilà, c'est pas ordinaire.
Donc, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, tous les jours, j'essaye de m'en remettre. Mais, mais bon, je vous dirais, je savoure vraiment cette joie, cet accomplissement. Et en même temps, je reste calme et studieuse et concentrée parce que c'est le sens de mon existence, c'est cette exploration créative de l'humain avec un grand H. Et donc, je m'y dois, je m'y consacre, voilà, c'est ça qui me tient. Donc, c'est un chemin. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de poursuivre la route et de toujours continuer à me dépasser, à explorer, à avancer. Bien sûr. Et vous, à titre personnel, alors peut-être pas du tout, hein, mais comment vous avez vécu en fait ce déferlement médiatique, les plateaux télé, j'ai vu que vous étiez chez Ruquier notamment, vous avez fait beaucoup d'interviews, vous êtes passé un peu de l'ombre à la lumière. Est-ce que vous aviez des stress, des peurs à ce moment-là, voilà, de pas forcément réussir à gérer toute cette notoriété, on va dire médiatique, par rapport à ce livre? Et aussi, c'est ma première question, et j'ai une deuxième question, mais qui est un petit peu associée aussi. Donc, ce personnage dans ce livre, c'est aussi un petit peu inspiré de votre vie, forcément. Et donc, votre vie, donc ça, c'est vous exposer quelque part en fait au regard des autres, au jugement, aux critiques aussi peut-être, même si je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup. Comment vous avez vécu ça aussi? Il y a beaucoup de questions dans la question. Alors, je crois que le succès m'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais bien plantée. Vous voyez, c'est pas pareil quand il vous arrive ça à 20 ans qu'à Oui. 40, on va dire. Ben, c'est super important parce que il faut jamais perdre de vue ses essentiels et moi j'ai jamais perdu j'ai gardé la tête froide tout en ayant le cœur chaud, on va dire, hein. C'est ça le plus important. Je n'ai jamais changé mon mode de vie. J'ai un mode de vie simple, équilibré, avec des piliers d'affection, de personnes qui m'entourent. Hum, Donc, c'est là aussi où je place mes valeurs, c'est-à-dire que les valeurs n'étant ni l'argent, ni la flambe, ni l'ego, vous voyez, je me suis Mhm. pas laissée emporter ni duper par cette déferlante de gloire soudaine, vous voyez. Et je pense que c'est bien de garder les pieds bien Bien sur sûr. terre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est ce qui est troublant d'ailleurs parce que beaucoup de gens rêvent de célébrité, de gloire, de paillettes, mais c'est pas, je crois, on n'y trouve pas la joie, les joies les plus belles et les plus authentiques, hein, elles sont pas là, hein. Enfin, ça peut avoir, c'est un aspect grisant, c'est palpitant, mais il faut jamais être dupe totalement parce que vous savez, on vous fait venir sur un plateau de télévision, vous avez une loge, vous avez une bouteille de champagne avec des bons chocolats, on vous maquille, vous êtes l'objet de toutes les attentions. Non, vous passez et 2 heures après, on vous met dans un taxi et vous êtes complètement seul, voyez? Et je pense que beaucoup d'artistes, et encore moi, je ne suis qu'une pauvre écrivaine, je suis qu'une écrivaine, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le métier du show business, ou, vous voyez, c'est encore, on n'est pas trop exposé comme des people et des stars, où là, le gap entre ces moments d'exposition et les moments de solitude des fois crasse et profonde que qu'on peut ressentir parce que qu'on le veuille ou non, quand vous rentrez vous êtes seul, il n'y a plus les spotlights, hein, et si vous n'avez pas construit quelque chose des liens solides autour de vous et vrais surtout, ben vous êtes un peu mal là, Mhm. là vous prenez des risques là.
Bien sûr. Et donc depuis la sortie de ce roman, on ne vous arrête plus, puisque vous avez écrit donc deux autres romans. Est-ce que vous avez eu peur que ça trouve pas autant de public, ou finalement vous n'avez pas pensé parce que vous étiez dans cette démarche vraiment de créativité pure et de valeur d'histoire à exposer? Je vais vous dire très honnêtement, j'essaye de ne jamais penser. Je suis pas là bloquée ni sur les chiffres, ni sur l'argent, ni sur les résultats. J'essaye de m'en tenir la plus éloignée possible. Euh, Quand je vous parlais tout à l'heure de cet état de concentration, il y a quelque chose qui habite peut-être les artistes, vous voyez, pas d'un peu suprême, mais je veux dire, c'est un truc qui nous tient, je dis nous, qui me tient aussi, pour parler en mon nom, qui est plus important que tout le reste, qui est ce besoin, cette envie de créer et de se dépasser, parce que c'est quand même avant tout un défi entre soi et soi, c'est une passion, c'est un défi. Faire mieux, enfin, je veux dire, faire le mieux qu'on peut, en tout cas. Moi, c'est ça mon défi. Et je crois que on sait quand on a fait du bon travail ou pas, vous voyez. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai l'impression que j'ai exploré mon thème, que j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner, peu m'importe les résultats, parce que c'est en premier entre moi et moi, où je sais, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire le mieux Hmm. possible. Vous voyez? Et donc là, bah, si ça marche pas de regret. Je veux dire, c'est me présenter aux gens en étant la plus authentique, authentique possible dans ma démarche, dans la sincérité d'une démarche et comment dire, non seulement les respecter, mais en leur apportant le travail le plus de qualité dont je sois possible, quoi. C'est pas, il faut que je Hmm. reformule, mais Non, et donc dès lors, une fois que j'ai fait ça, ben, je me sens bien. Et donc si peu importe dans la vie, je veux dire, si j'ai donné si j'ai l'impression que j'ai donné tout ce que je pouvais, si ça marche pas, ben c'est ok, ça va. C'est pas ça l'important. Par contre, hmm. si un jour je bâclais quelque chose, un ouvrage, ce que je ne ferai jamais, d'ailleurs je pourrais pas, je suis trop consciencieuse, enfin comment vous dire, je, je me décevrais moi-même et je serais une idée insupportable de décevoir les autres et moi-même. Donc ce serait assez terrible. Et j'ai deux petites dernières questions avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin, où il faut répondre assez rapidement. C'est qu'est-ce qui fait que vous arrivez toujours à vous réinventer et à sortir de votre zone de confort pour trouver de nouveaux sujets, de nouvelles histoires. Par exemple, dans votre troisième roman, vous parlez d'amour avec Cupidon à des ailes en carton. Voilà, quels sont un petit peu les processus qui font que voilà, vous vous embarquez dans un nouveau projet, dans une nouvelle histoire? Et vous savez, je crois qu'il faut se laisser surprendre par la vie, par ses ressentis, ses émotions. Moi, je dis le métier d'écrivain, c'est vivre. Parce qu'on se doit d'être des réservoirs de sensations. On a des capteurs pour capter l'humain, ce qu'on ressent, pour mener ces profondes réflexions sur l'existence et tout ressentir plus fort. C'est juste ça, on est des passeurs. Après, l'écriture est un média. Après, les arts, il y a la peinture, la danse, que sais-je, le cinéma. Vous voyez, il y a mille façons, d'ailleurs, à chacun de trouver son mode d'expression. Euh, donc moi, je dirais, mais comment je fais? Je ne cherche pas à trouver, parce que ce serait ça, en fait, la mauvaise démarche. Euh, c'est quelque chose qui vient me visiter. Je me laisse surprendre par soit une idée, une émotion, quelque chose qui me frappe, quelque chose qui, voilà, c'est une toute petite graine une idée vient toquer à mon épaule un matin, puis elle me lâche plus, et puis ça grandit jour après jour, ça roule dans ma tête comme une,
Voilà, et ça ne me quitte plus, et c'est un peu ça la sérendipité. Ben, j'en parlerai longuement dans mon prochain ouvrage, qui sera quand même un hymne aussi à l'audace, à la créativité. Euh, vous verrez, j'espère que ça vous plaira. La sérendipité, c'est l'art de ne pas savoir de se mettre en chemin sans savoir vraiment ce qu'on cherche, mais d'être prêt à l'inattendu. Et je trouve le métier d'auteur, c'est ça, ou de créateur, être prêt à l'inattendu. Parce que, vous voyez, le moment où vous faites une liste de thèmes et où vous vous mettez à travailler comme un bureaucrate, c'est la fin je sais pas, Ouais, ouais, tout à fait. c'est la fin Tout à de fait. l'esprit de création, je trouve. Voilà. Donc, Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr. Je suis totalement d'accord. On va finir par des petites questions. L'idée, c'est vraiment d'y répondre rapidement. Quelles sont les questions que l'on vous pose le plus? alors, les questions qu'on me pose le plus, dans toutes celles que vous m'avez posées, c'est vrai qu'on me demande souvent mon parcours, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'inspirant de voir que je suis une madame tout le monde qui a eu ses difficultés, qui a affronté ses tempêtes et qui s'est réinventée et qui a peut-être trouvé l'endroit où être bien. Et voilà, c'est l'histoire d'une success story quelque part. Donc ça, on me pose souvent la question de comment c'est arrivé. Après, voilà, ça peut être sur les process d'écriture, comment on fait pour se lancer, tout ce genre de questions, ouais. Hmm. Votre ou vos citations préférées? Alors, je vais vous en dire une, parce que je la trouve pas mal, celle-là. J'ai mis, ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Et c'est de Paul-Émile Victor. Hmm. Pas mal. Quelle est votre routine ou vos petites habitudes pour rester bien physiquement, psychologiquement et gérer les stress, la peur quand ils viennent? Ah ben, les rituels immuables, bon, moi, il faut que j'ai dormi, hein, donc voilà, avoir bien dormi, me balader est une routine, me balader dans un parc, hein, enfin un endroit un peu charmant, arboré, c'est fou, ça fluidifie les idées, ça débloque tout, vous voyez? C'est Hmm. ça, donc ça me fait énormément de bien comme routine. Et l'extraversion, beaucoup, on parle beaucoup avec ma soeur jumelle, avec ma mère, des amis, vous voyez. Hmm. Voilà, donc j'ai beaucoup de petits rituels, voilà, pour me sentir bien, tant dans mon corps, physiquement, de l'exercice. Alors quand je peux, évidemment, de la danse, là en ce moment, c'est pas évident avec le Covid, mais toute forme d'expression me fait du bien. Donc je fais du piano, du chant, je fais du tango argentin, je peins, voilà. Ça, ce sont mes soupapes. Je vais vous demander la définition du risque et selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Pour moi, le risque, euh, le risque est nécessaire pour sortir de sa zone de confort, pour aller un cran plus loin. Et le risque est fabuleux parce il transcende. Si on ne prend jamais de risque, la vie est d'un ennui mortel. Si on ne prend pas de risque, on est déjà mort quelque part. Hmm. Mon livre de chevet, ça pourrait être Trembler mais oser de Suzanne Jeffers. J'adore son titre. Merci beaucoup, Raphaël. Et ben avec grand plaisir. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.